Les voyages scolaires à l'étranger sont une pratique courante pour les adolescents européens. Nouveaux lieux, nouvelles cultures, nouvelles expériences. En été, des milliers d'enfants parcourent différents pays sous la surveillance de leurs professeurs. Le système est rodé depuis décennies. Mais parfois, une fissure apparaît dans ce système, et à travers elle s'infiltre le cauchemar. La Bretagne, en été, est l'une des régions les plus pittoresques de France. Collines verdoyantes, littoral, villages anciens. Un endroit sûr et tranquille où, chaque année, des écoliers de toute l'Europe viennent séjourner. L'été 1996 n'a pas fait exception. À la mi-juillet, un groupe de Cornouailles est arrivé. 40 élèves anglais accompagnés de 5 professeurs. Parmi eux se trouvait Caroline Dickinson. Un premier voyage dans un autre pays européen est un événement pour n'importe quel adolescent. La jeune fille observait tout autour d'elle avec intérêt, s'imprégnant de nouvelles impressions. Elle tournait la tête lorsque le bus passait devant des maisons en pierre aux toits en pente. Elle photographiait les ruelles étroites. Elle collait son appareil photo contre la vitre pour éviter les reflets. La seule chose qui la contrariait était que sa meilleure amie n'avait pas pu venir. Ses parents ne l'avaient pas laissée partir au dernier moment. Sa mère avait demandé à une enseignante de veiller sur sa fille. Cependant, malgré une légère timidité, Caroline s'est rapidement adaptée et s'est liée d'amitié avec les autres jeunes. Elle riait dans le bus, elle partageait ses tablettes de chocolat. Le groupe s'est dirigé vers le petit village de Plaine Fougère. Les organisateurs y avaient réservé une auberge de jeunesse pouvant accueillir 40 personnes. Plaine Fougère est un lieu minuscule, quelques magasins, 2 ou 3 bars, un peu plus de 3000 habitants. Les rues sont désertes après 19 heures. Les lampadaires sont rarement allumés. Les habitants se connaissent tous. Ils se saluent en se croisant, s'arrêtent pour parler de la météo. Pour Caroline, habituée aux petites villes anglaises, cette campagne française paisible semblait être un endroit spécial, presque féerique. L'air sentait la mer et l'herbe fraîchement coupée. Le 18 juillet, le groupe s'est installé. Le bâtiment de l'auberge était ancien, avec des murs épais et des poutres en bois au plafond. La jeune fille passait volontiers du temps avec ses nouvelles connaissances. Elle s'est particulièrement rapprochée de Camilla. Celle-ci venait d'une école voisine, mais elles avaient l'impression de se connaître depuis toujours. Cependant, elles avaient été logées dans des chambres différentes. La chambre de Camilla avait des lits superposés, et Caroline a décidé de rester y dormir. Elle a traîné son matelas et l'a étalé par terre, entre les lits. Son sac de couchage était bleu, orné de l'écusson de l'école. Les filles ont longuement bavardé avant de s'endormir. À voix basse, pour ne pas déranger les autres, elles discutaient des garçons de leur groupe, faisaient des projets pour le lendemain. Puis, elles ont doucement fredonné une chanson sur les étoiles jusqu'à ce qu'elles commencent à s'assoupir. Leur voix devenait de plus en plus basse. Les mots se brouillaient, la respiration se faisait plus régulière. Camilla a été la dernière à fermer les yeux. Ce fut le dernier moment paisible de cette nuit-là. Le matin, quand tout le monde s'est réveillé, Caroline était allongée là où elle s'était couchée, sur le sol entre les lits. Mais sa position était étrange, pas du tout la même que lorsqu'elle s'était endormie, anormale. Un bras était rejeté au-dessus de sa tête, l'autre serré en un point. Les yeux grands ouverts fixaient le plafond. Un regard vide. On l'a appelée, aucune réaction. On lui a touché l'épaule, elle était froide, rigide. Sa peau était cireuse, d'une teinte grisâtre. Un cri a retenti dans la chambre. Pas immédiatement. Il y a d'abord eu une pause, 2 secondes, le temps que le cerveau réalise ce qu'il voyait. Puis le cri. Les professeurs sont arrivés en courant. La première à entrer était une femme en peignoir, les cheveux en désordre.
Ce qu'ils ont vu les a plongés dans un état de choc. L'une des enseignantes s'est agrippée au chambranle de la porte. Ses jambes se sont dérobées. La police a été immédiatement appelée. Ils ont composé le numéro avec des doigts tremblants. Les gendarmes arrivés sur place ont immédiatement compris ce qui s'était passé. Un regard expérimenté a balayé la pièce, s'attardant sur la scène. Les circonstances étaient effroyables. Tout le village de Plaine-Fougère était paralysé par l'horreur. Rien de tel n'était jamais arrivé ici. Le dernier crime remontait à une vingtaine d'années, et ce n'était qu'une bagarre dans un bar. Les enfants étaient dans un tel état qu'il était impossible de leur parler. Ils étaient assis en silence, le regard vide, fixant un point. Certains serraient leurs genoux dans leurs bras. Une fille se balançait d'avant en arrière, encore et encore. Elle avait subi de graves violences. Les conséquences de ce qui s'était passé étaient irréversibles. On a découvert une boule de coton au fond de sa gorge qui avait obstrué ses voies respiratoires. Le médecin légiste l'a retirée délicatement avec une pince et l'a placée dans un sac en plastique. Caroline était une élève studieuse, appliquée, avec de bonnes notes. Elle rapportait toujours fièrement son bulletin scolaire à la maison. Gentille, serviable, elle jouait de la clarinette dans l'orchestre de l'école. Elle était assise au premier rang de la section des bois. Une fille ordinaire. Ce qui s'est passé a bouleversé tout le monde, tant les familles des enfants que le paisible village français où rien de tel ne s'était jamais produit. Les habitants semblaient figés. Ils parlaient à voix basse, même chez eux, derrière des portes closes. Ils avaient peur de prononcer à voix haute ce qui s'était passé. Ils évitaient le bâtiment de l'auberge, traversaient pour passer de l'autre côté de la rue. L'affaire comportait de nombreuses zones d'ombre. La question principale était comment le criminel avait-il pu pénétrer dans la chambre où dormaient 5 personnes, passer inaperçu et s'en prendre à sa victime sans réveiller personne? Comment était-il possible de faire une chose pareille, entrer, accomplir son forfait, repartir sans que personne n'entende rien? Comment était-il même entré dans le bâtiment sans que les professeurs et la sécurité ne le voient? La réponse a été trouvée rapidement, trop rapidement pour que cela soit rassurant. Conformément aux normes de sécurité incendie, les sorties de secours ne devaient pas être verrouillées. Certaines d'entre elles n'étaient même pas surveillées. Juste une porte avec une plaque délavée, sortie de secours, la peinture verte écaillée. N'importe qui aurait pu entrer par ces portes sans difficulté. Il suffisait de pousser, et c'est tout. Aucun effort n'était nécessaire. Les gonds étaient graissés, ils ne grinçaient pas. Lorsque les filles de la chambre se sont un peu remises, la police a pu les interroger. L'entretien a eu lieu dans la cuisine, loin des lieux du drame. On leur a servi du thé sucré. 2 d'entre elles se sont souvenues de détails étranges. L'une s'était réveillée pendant la nuit, l'horloge murale indiquait 4h moins 10, et avait entendu de faibles gémissements et des bruits de mouvement provenant de l'endroit où se trouvait Caroline. Des sons étouffés, comme à travers un oreiller. Elle a pensé que sa camarade faisait simplement un cauchemar et s'est rendormie. Elle s'est retournée sur le côté, a remonté la couverture et a refermé les yeux. L'autre, à peu près au même moment, peut-être un peu plus tard, peut-être un peu plus tôt, elle ne s'en souvenait pas précisément, a vu une ombre se glisser à travers la chambre vers la sortie, une silhouette presque indiscernable dans l'obscurité, grande, voûtée. Elle a pensé que l'une des filles allait aux toilettes, ou peut-être qu'une des enseignantes était passée vérifier. Il n'y a pas eu de cri, rien qui aurait pu l'alerter, les bruits nocturnes habituels d'une auberge, la respiration des dormeurs, le froissement des draps. Quelque part, un robinet goûtait. L'enquête a reconstitué une chronologie approximative des événements. Cette nuit-là, Caroline dormait par terre entre 2 lits superposés. Elle voulait être près de ses amis. Vers 4h du matin, le 18 juillet, un inconnu est entré dans l'auberge par une porte non verrouillée. Il était peut-être déjà venu auparavant pour repérer les lieux. Il savait où tout se trouvait.
Il a monté les escaliers, lentement, prudemment. Les marches ne grinçaient pas, le bâtiment était relativement récent. Il a vu la jeune fille dormant par terre. Il l'a choisie parce qu'elle était allongée à l'écart des autres, la plus facile à atteindre. Il lui a enfoncé une grosse boule de coton dans la bouche, probablement pour qu'elle ne crie pas. Il l'avait apportée avec lui, préparée à l'avance. Il a commis son crime. Il a agi en silence, méthodiquement. Puis le détecteur de mouvement s'est éteint et la lumière a disparu. Le couloir a été plongé dans l'obscurité. Une minuterie de 15 minutes sans mouvement. À peu près à ce moment-là, une des enseignantes a regardé par la fenêtre, réveillée par un bruit. Un coup, un grincement, un bruit de moteur. Elle ne pouvait pas le dire avec certitude. Elle s'est frotté les yeux, est sortie du lit et s'est approchée de la fenêtre pieds nus. Elle a écarté le rideau. Elle a vu une moto s'éloigner du bâtiment. Le phare a tracé une bande jaune sur l'asphalte. Le feu arrière rouge s'est dissous dans l'obscurité. Elle a pensé que quelqu'un passait simplement par là, peut-être un habitant du coin rentrant tard chez lui. Par précaution, la femme a vérifié les chambres. Elle a parcouru le couloir pieds nus, le plancher froid sous ses pieds, et a jeté un œil par les portes entr'ouvertes. Tous les enfants étaient dans leur lit et semblaient dormir. Leur respiration était régulière, calme. Quelqu'un reniflait, quelqu'un marmonnait dans son sommeil. Elle n'a pas allumé la lumière pour ne pas réveiller tout le monde. Il n'y avait aucune raison de le faire. Elle est retournée dans son lit, s'est couverte avec la couverture. Plus tard, c'est à partir de son témoignage que le premier portrait robot du suspect a été réalisé. Elle s'était souvenue du visage à la lumière d'un lampadaire, 1 seconde, pas plus, mais elle s'en était souvenue. L'enquête s'est déroulée dans le secret le plus total. Les détails n'ont pas été divulgués. Les parents des autres enfants ont reçu le minimum d'informations. Seulement le nécessaire. Un incident s'est produit, une enquête est en cours, les enfants sont en sécurité. Il en a été de même pour les habitants. Au bar, on discutait à voix basse, mais personne ne savait rien avec certitude. Cela contrastait fortement avec la pratique britannique, où dans de tels cas, des conférences de presse sont organisées et le public est sollicité pour recueillir des informations. Caméras, microphones, appels à témoins. Néanmoins, l'approche française a donné des résultats étonnamment rapides. 2 jours plus tard seulement, on a annoncé qu'un homme ayant avoué les faits concernant Caroline Dickinson avait été arrêté. La nouvelle est tombée le matin, un mercredi. Le suspect s'est avéré Patrice Padet, un sans-abri de 40 ans au passé criminel. Il a été immédiatement ciblé. L'homme avait des condamnations pour violence et agression. Une liste longue de 3 pages. S'y ajoutait une dépendance à l'alcool et aux drogues. Son mode de vie soulevait également des questions. Il dormait où il pouvait, dans les parcs, sous les ponts, parfois dans des bâtiments abandonnés. Il avait été vu dans les environs cette semaine-là. Un témoin a affirmé que Patrice avait mendié de la monnaie près du magasin la veille du drame. Mais des échantillons biologiques du criminel avaient pu être prélevés sur Caroline, de l'ADN. Des échantillons de Patrice ont été prélevés pour analyse et comparaison. Un prélèvement buccal, un échantillon de sang. Les résultats sont arrivés quelques jours plus tard. Une enveloppe scellée portant le cachet du laboratoire. Il n'y avait aucune correspondance. 0%. Pas un seul marqueur. Le principal suspect a été disculpé et rayé de la liste. On s'est excusé et on l'a relâché. Aucun autre candidat n'a été trouvé. L'enquête est revenue à la case départ. 0 piste. Une impasse. Le corps de la victime a été renvoyé à ses parents en Angleterre après toutes les expertises. Un cercueil en zinc, les documents de transport. Le cercueil a été scellé. La dernière fois qu'ils verraient leur fille, ce ne serait qu'en photo.
Une foule immense est venue aux funérailles. L'église ne pouvait pas contenir tout le monde. Les gens se tenaient dehors, dans le cimetière. Tous espéraient que le coupable serait rapidement retrouvé. Le prêtre en a parlé dans son sermon. Mais plusieurs mois ont passé, rien. L'été a laissé place à l'automne. Une année s'est écoulée, même histoire. L'enquête était au point mort. Aucune nouvelle, aucune mise à jour. Les dossiers dormaient dans un tiroir. La police française a commencé à être critiquée pour son manque de professionnalisme et sa mauvaise approche. Des articles dans les journaux anglais. Ils avaient concentré tous leurs efforts sur Patrice Paudet, qui s'est avéré innocent, et avait laissé filer le véritable criminel. L'inaction de la police a poussé le père de Caroline, John Dickinson, à se rendre lui-même en Bretagne pour l'anniversaire du drame. Il a acheté un billet de ferry, a traversé la Manche et s'est rendu au village en voiture de location. Il a publiquement remercié les habitants pour leur aide, a rappelé la tragédie et a appelé à communiquer toute information, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître. Sa voix tremblait. Il lisait un texte qu'il avait écrit chez lui, répété devant le miroir. Il suppliait qu'on l'aide à attraper le coupable. Il se tenait sur la place devant l'auberge, à l'endroit même où sa fille avait été emmenée un an plus tôt. Les gens écoutaient en silence. Certains pleuraient. Une vieille femme s'est signée. Les parents étaient furieux du travail des enquêteurs français. Aucune transparence, aucune sollicitation du public. Les témoins n'avaient pas été sérieusement recherchés. Il n'y avait pas eu d'annonce à la télévision. C'était comme si l'affaire avait été classée et oubliée, un dossier sur une étagère, accumulant la poussière. Les parents ont alors commencé leur propre enquête, bien qu'ils ne parlent presque pas français et n'aient aucune idée du fonctionnement du système judiciaire en France. Ils ont tout appris de zéro. Ils ont engagé des traducteurs, payé 100 livres de l'heure. Ils ont lu les lois, le code de procédure pénale français, un gros livre à la couverture bleue. Ils ont appelé des avocats internationaux, spécialisés dans les affaires transfrontalières. Cela a pris énormément de temps, mais la conclusion était la même. Les méthodes utilisées étaient extrêmement inefficaces. Les parents ont été stupéfaits d'apprendre que même les empreintes digitales sur la scène de crime avaient été relevées à la va-vite. Le technicien est venu 3 jours plus tard, alors que la moitié des surfaces avaient déjà été nettoyées. Les premiers jours, les enquêteurs se contentaient de faire du porte-à-porte pour parler aux habitants. Ils posaient des questions générales. Avez-vous vu quelque chose de suspect? Ils ne prenaient quasiment pas de notes. Le carnet dans leur poche restait fermé. En revanche, le détective en chef a refusé de prélever des échantillons d'ADN sur tous les hommes du village. Et ils n'étaient pas si nombreux, 300 ou 400 peut-être. Il a dit que cela violerait les droits des citoyens. Étant donné que le criminel avait agi de sang-froid et avec préméditation, cela paraissait absurde. Le père de la victime en était convaincu. Le coupable vivait ici, ou quelque part à proximité, et connaissait parfaitement la région, sinon il n'aurait pas pu entrer et sortir si facilement sans être vu. Il savait où se trouvaient les portes non verrouillées. Il connaissait la disposition des lieux. Peut-être même était-il déjà venu pour faire des repérages. Plus les parents se plongeaient dans le travail de la police française, plus leur indignation grandissait. Chaque nouveau détail ajoutait de l'huile sur le feu. Finalement, ils se sont adressés au ministère des Affaires étrangères pour faire pression sur la direction des services français et obtenir une enquête digne de ce nom. Une lettre officielle sur papier en tête. La campagne qu'ils ont menée a porté ses fruits en août 1997. Des articles dans les journaux. Le Times a publié un titre en première page. Des lettres aux responsables politiques. Une pétition a recueilli 5000 signatures.
Les médias se sont déchaînés contre les gendarmes. Cela a même conduit au renvoi des enquêteurs qui avaient initialement mené l'affaire. Discrètement, sans annonce. Un jour, ils ont simplement cessé de travailler sur ce dossier. Le nouvel enquêteur principal a immédiatement vu les erreurs commises. Il a ouvert le dossier et n'a pu que secouer la tête. Il a été décidé de réexaminer les maigres indices et de revérifier la plupart des informations. Plus d'1 an s'était écoulé depuis les faits, ce qui rendait la tâche difficile. La mémoire des témoins s'était estompée. Je ne me souviens pas exactement. Il me semble, peut-être. Les détails étaient devenus flous, comme une photo sous l'eau. Les témoins clés ont été réinterrogés. Convoqués au poste, on leur a offert un café. Leurs dépositions ont permis de réaliser un portrait robot actualisé du suspect. Le dessinateur a travaillé pendant 2 jours. Les traits du visage étaient plus précis, les détails plus nets, la forme du nez, la coupe des yeux. L'information a été immédiatement rendue publique pour ne pas répéter les erreurs passées. Des avis de recherche ont été affichés dans toute la région. De plus, le tribunal a accédé à la demande des parents de procéder à un prélèvement massif d'ADN sur tous les hommes de la ville où leur fille était décédée. Le juge a longuement réfléchi, puis a signé l'ordonnance. Ce fut le premier cas d'une telle ampleur dans l'histoire de la criminalistique bretonne. Le père de Caroline était persuadé que le criminel était un habitant du coin. Sa logique était simple. Il connaissait la disposition des lieux, il savait à quelle heure tout le monde dormait. Mais lorsque les échantillons ont été comparés, aucune correspondance n'a été trouvée. Un par un, les hommes ont été écartés. 350 personnes ont été testées, toutes innocentes. Il a fallu chercher d'autres pistes, élargir la zone de recherche, non seulement le village, mais aussi les environs, un rayon de 30 km. Et c'est là que le nouvel enquêteur a découvert un lien curieux avec une affaire dans la ville voisine de Saint-Malo. Il s'est avéré que la même nuit où Caroline avait été attaquée, un inconnu s'était introduit dans une auberge de jeunesse à Saint-Malo, où logeaient des étudiants. Eux aussi étaient venus en Bretagne pour une excursion, tout comme les écoliers anglais. L'inconnu était entré dans une chambre où dormaient 4 adolescents. La porte était entr'ouverte. Mais il a été immédiatement repéré. On a allumé la lumière, on a fait du bruit. Un cri a réveillé tout l'étage. Il s'est enfui. Il a jailli dans le couloir et a disparu. Il a dévalé les escaliers, sans même tenter de s'expliquer. Son comportement correspondait à ce qui s'était passé dans l'auberge où Caroline avait été agressée. La même signature, la même manière d'opérer, la même assurance dans ses mouvements. Il est probable qu'après sa tentative infructueuse à Saint-Malo, le criminel ait parcouru 25 km et trouvé une nouvelle victime. En moto, c'est une demi-heure de route. Comme d'autres indices importants, cette information avait été complètement ignorée lors de l'enquête initiale. Les 2 incidents n'avaient tout simplement pas été reliés. Des villes différentes, des gendarmeries différentes, l'information ne circule pas. Comme personne n'avait été blessé à Saint-Malo, il y avait peu d'informations. Une plainte avait été déposée, mais l'affaire avait été classée 1 semaine plus tard. Cependant, les 4 témoins de cette chambre avaient vu le suspect de près, sous la lumière, son visage, ses vêtements, une veste sombre, un jean, sa corpulence, de taille moyenne, mince. On les a retrouvés et interrogés. L'un d'eux était déjà rentré chez lui en Allemagne. Il a fallu le contacter par téléphone. Ils ont aidé à affiner le portrait robot. Les pommettes étaient légèrement différentes, le menton plus pointu, les cheveux plus courts, presque rasés. Les informations sur le suspect, un criminel qui s'en prend à des jeunes dans les auberges de jeunesse, ont été diffusées dans toute la France. Des fax ont été envoyés à toutes les préfectures.
une description a été transmise à tous les établissements de ce type. Soyez vigilants. Vérifiez les portes. Installez des serrures supplémentaires. Parallèlement, on a commencé à collecter des informations sur des cas similaires: agressions, violences, intrusions illégales dans des auberges. On a appelé les auberges, interrogé les administrateurs. Il y avait peu de données, mais la liste des suspects s'allongeait progressivement. Fin 1997, on comptait environ 3000 hommes de la région qui auraient pu être impliqués. Une liste dans un tableau Excel, des centaines de lignes. Pour trouver le véritable coupable, il fallait tous les tester, prélever des échantillons d'ADN et les comparer. Un tel nombre de vérifications a pris près de 2 ans. Un travail lent et méticuleux. Chacun était convoqué, on lui faisait un prélèvement et on attendait les résultats du laboratoire. Les enquêteurs travaillaient avec soin. Bientôt, ils ont remarqué qu'un nom revenait régulièrement dans les dossiers: Francisco Arce Montes. Encore et encore. Des cas différents, des années différentes, mais le même nom. Un citoyen espagnol de 47 ans avec un lourd passé criminel à travers toute l'Europe. Le dossier était épais, le classeur ne fermait pas. Il avait été arrêté pour la première fois en Allemagne dans les années 80 et condamné à 5 ans pour agression sexuelle. Il a purgé 3 ans et demi, puis a été libéré sur parole. Ensuite, il y a eu une agression aux Pays-Bas, quelques mois de prison, une peine avec sursis finalement. L'arrestation suivante a eu lieu en 1994, en France, pour une tentative d'agression dans une auberge de jeunesse. Sa description correspondait exactement au portrait robot établi à partir des témoignages. Taille, 1,75 m, corpulence mince, traits du visage anguleux, pommettes saillantes. Lorsque les enquêteurs ont examiné le casier judiciaire de l'homme, il s'est avéré qu'il avait au moins 10 affaires à son actif dans toute l'Europe et qu'il agissait toujours selon le même schéma. Une signature reconnaissable. Tous les crimes étaient des agressions sexuelles sur des jeunes filles et des adolescentes dans des auberges de jeunesse. Toujours la nuit, toujours par des portes non verrouillées. Il ne forçait jamais, ne défonçait jamais les portes. Il trouvait simplement une porte ouverte et entrait. Malheureusement, il n'a pas été possible de le retrouver immédiatement. La raison en était probablement que l'homme était un migrant, se déplaçant constamment entre les pays. Il pouvait se trouver n'importe où en Europe et même au-delà. Aucune résidence permanente, aucune adresse, aucune trace. Il payait en espèces, ne s'enregistrait nulle part. À la fin des années 90, le nom de Francisco Arce Montes était connu de tous les services de police européens. Interpol lui avait ouvert une fiche. Mais c'est comme s'il avait appris qu'il était recherché dans le cadre de l'affaire Caroline, et il a disparu. Aucune trace de lui jusqu'au début des années 2000. Les caméras ne le voyaient pas, les témoins ne le croisaient pas. L'homme était le candidat idéal de toute la liste des suspects. Mais pour en être absolument certain et écarter les autres, il fallait attraper Francisco et lui prélever un échantillon d'ADN. Pendant ce temps, les vérifications se poursuivaient. Un par un, les 3000 noms étaient rayés de la liste. Le travail avançait lentement, mais méthodiquement. Francisco se cachait si bien que même les parents de la victime ont fini par douter qu'on puisse un jour le retrouver. Les années passaient. Caroline serait déjà au lycée. L'espoir s'amenuisait, mais ils n'ont pas abandonné. Tout a changé le 1er avril 2001, près de 5 ans après le drame de Caroline. Ce jour-là, un journal anglais a publié un nouvel article sur la mort de la jeune fille, mais cette fois avec des détails. Le nom et la photo du principal suspect, Francisco Arce Montes. Une photo en noir et blanc, le regard tourné sur le côté,
les cheveux coupés courts, une cicatrice au-dessus du sourcil. Le même jour, un agent de l'immigration d'un aéroport américain est parti déjeuner. Il a pris un sandwich à la cafétéria et s'est assis à une table. Il a pris un journal qu'un touriste avait laissé sur la table et est tombé sur l'article concernant la tragédie de Caroline Dickinson. Il tournait les pages en mâchant son sandwich. L'homme a été surpris que le criminel n'ait toujours pas été retrouvé après tant d'années. 5 ans, c'était une éternité. Il a vu pour la première fois le nom du principal suspect. Par curiosité, il a décidé de vérifier si ce Francisco Montes s'était déjà rendu aux États-Unis. Juste comme ça, pour voir. Son travail était routinier. Il avait envie de quelque chose d'intéressant. Il a entré le nom dans l'ordinateur. Recherche dans la base de données. Le curseur clignotait. À sa grande stupéfaction, il a immédiatement trouvé un nom de famille très similaire. Ars Montes. La date de naissance et la photo correspondaient exactement aux informations du journal. C'était la même personne. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Il a continué à creuser et a découvert que cet homme avait été arrêté en Floride à peine 2 semaines plus tôt. L'homme suspect avait été interpellé à Miami Beach lors d'une nouvelle agression. Un soir de mars, un groupe d'étudiants chiliens y passait ses vacances. Ils s'étaient tous installés dans une auberge de jeunesse sur le front de mer, à quelques centaines de mètres de la plage. Un bâtiment ancien, à la peinture écaillée, des balcons rouillés. Ce même soir, un inconnu s'est introduit dans l'une des chambres. La porte n'était pas verrouillée. Les jeunes filles étaient sorties fumer sur le balcon. 2 étudiantes l'ont surpris. Elles sont rentrées plus tôt que prévu. Elles lui ont demandé ce qu'il faisait là. Leur voix était sèche, effrayée. L'une d'elles a saisi son téléphone. Il a dit qu'il s'était trompé de chambre et a aussitôt disparu. Il a jailli dans le couloir, presque en courant. Les jeunes filles se sont méfiées, mais n'ont pas porté plainte, pensant que l'homme était simplement ivre et s'était vraiment trompé de porte. Il y avait une odeur d'alcool, peut-être un touriste égaré. Cependant, le lendemain, dans la même auberge, on a remarqué un homme correspondant à cette description. L'administrateur l'a reconnu, il l'avait vu la veille dans le couloir. Il a de nouveau été surpris dans une autre chambre, se comportant de manière suspecte. Il se tenait près d'un lit, regardant une jeune fille endormie. Il se contentait de se tenir là et de regarder. On l'a vu vers 2 heures du matin, après quoi il a de nouveau disparu, affirmant s'être trompé de numéro. Le deuxième groupe, 4 étudiantes irlandaises, a immédiatement appelé les secours, signalant une effraction et l'incident. Le répartiteur prenait des notes, posait des questions. L'une des jeunes filles a affirmé qu'il l'avait agressée sexuellement, a fourni ses sous-vêtements pour expertise et a accepté tous les examens nécessaires. Elle parlait doucement, le regard fixé au sol. Ses mains étaient serrées en poing. La police a retrouvé le mystérieux criminel le lendemain, lorsqu'une des étudiantes irlandaises l'a reconnu. La jeune fille était dans la chambre où il avait fait irruption, et elle venait de voir ce type suspect se promener près de la piscine, comme si de rien n'était. Short, t-shirt, lunettes de soleil. Il était allongé sur une chaise longue, lisant un magazine. Elle a immédiatement appelé la police. Ses mains tremblaient. Elle a à peine réussi à composer le numéro. Il a été arrêté. 2 policiers se sont approchés de la piscine et lui ont demandé ses papiers. Fait curieux, dès que les enquêteurs se sont adressés à lui, il a refusé de donner son nom. Il restait silencieux, regardait le mur, la mâchoire serrée. Il a alors été conduit au poste de police de Miami pour interrogatoire. On lui a passé les menottes et on l'a fait monter dans la voiture. L'inconnu a nié toute implication dans les étranges événements de l'auberge. Il était assis de manière détendue, une jambe croisée sur l'autre. Au cours de la conversation avec les policiers, il a finalement donné son vrai nom,
Francisco Montes. Il a raconté qu'il voyageait seul. Il avait passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, dans des pays européens, dont l'Allemagne et la France, et parcourait maintenant les États-Unis. Il énumérait des villes, des dates. Pendant l'interrogatoire, il a fait des remarques étranges et compromettantes. Il insistait sur le fait qu'il n'avait rien fait d'illégal, qu'il était simplement entré par erreur dans les chambres des autres en état d'ébriété. Francisco a demandé plusieurs fois avec irritation si la masturbation était illégale aux États-Unis, laissant entendre que ses actions étaient inoffensives. Sa voix devenait plus forte. Il frappait du poing sur la table. Il se comportait de manière provocante et franchement bizarre. Les enquêteurs se sont regardés. Finalement, il a subi un test ADN et a été placé en détention provisoire. Prise de sang, prélèvement buccal. Lorsque l'agent de l'aéroport a lu le rapport de police sur Francisco Montes, il a été frappé par la similitude entre l'affaire de l'auberge de Miami et les événements en France liés au drame de Caroline Dickinson. Trop de coïncidences. Il comprenait que le suspect pouvait être libéré sous caution à tout moment et disparaître à nouveau. Se volatiliser, acheter un billet pour le Mexique et c'en serait fini. Il a donc immédiatement tenté de contacter la police française. Il a trouvé le numéro de la gendarmerie de Bretagne. Malheureusement, il ne parlait pas français, et la femme à l'autre bout du fil ne comprenait pas l'anglais. Mais au cours de la conversation, il n'a cessé de répéter le nom de Caroline Dickinson, encore et encore, lentement, en détachant les syllabes. Finalement, la standardiste lui a donné un numéro de téléphone. Elle l'a noté sur un bout de papier et le lui a dicté. C'est ainsi qu'il a réussi à joindre un consul britannique à la retraite, qui avait travaillé de nombreuses années comme traducteur pour la gendarmerie locale. Au début, l'homme a été irrité par l'appel matinal et sans cérémonie d'un inconnu, mais il a vite compris que la situation était sérieuse. Le ton de sa voix a changé. Il est devenu concentré, professionnel. L'agent de l'aéroport a exposé toutes les informations dont il disposait, a fourni les données des rapports de police. Numéro de dossier, date, nom. L'ancien consul a également remarqué la similitude frappante entre ces cas d'agression. Le même schéma, les mêmes détails, les mêmes phrases. Je me suis trompé de chambre. Enfin, une réelle chance de résoudre l'affaire Caroline se présentait. Mais il y avait un énorme problème, la distance. À tout moment, Francisco pouvait être libéré sous caution et disparaître à nouveau, partant pour n'importe quel point du globe. Un océan les séparait. Ils ont alors agi de concert. L'agent de l'aéroport a contacté la police de Miami. Il a tenté par tous les moyens de persuader ses collègues américains de garder Francisco en détention le plus longtemps possible pour effectuer les vérifications nécessaires. Il appelait plusieurs fois par jour, expliquait l'importance de la situation. Parallèlement, par l'intermédiaire de l'ancien consul, un dialogue a été établi avec les enquêteurs français. Avec le décalage horaire, il fallait parfois appeler la nuit. Ils ont réussi à les convaincre définitivement en leur communiquant non seulement le nom, mais aussi la date de naissance de Francisco Montes. Elle coïncidait avec les données des forces de l'ordre françaises, jour pour jour. Il s'est avéré qu'après avoir erré en Europe, Francisco était parti aux États-Unis et y travaillait comme chauffeur de poids lourd. Il sillonnait les autoroutes, des milliers de kilomètres par semaine. Il dormait dans sa cabine, mangeait dans les relais routiers. Finalement, après son arrestation en Floride en mars 2001, il a été identifié comme le principal suspect dans l'affaire Caroline Dickinson, survenue en France 5 ans plus tôt. À ce moment-là, les jeunes gens agressés à Miami ont identifié Francisco comme l'homme qui s'introduisait dans les chambres de l'auberge. Une confrontation a eu lieu. Tous l'ont désigné. Cela a permis de le retenir assez longtemps. Pour la comparaison ADN, la France a envoyé les résultats des analyses du matériel biologique trouvé sur Caroline, une enveloppe avec un sceau rouge. Ce fut le moment de vérité pour les enquêteurs européens et les parents.
Quelques jours plus tard, les résultats sont arrivés. Un fax avec des chiffres. Le papier est sorti lentement de l'appareil. La correspondance était quasi parfaite. 19 marqueurs sur 20. L'extradition de Francisco Montes des États-Unis vers la France a pris 6 mois. Papier, accords, tribunaux. Les avocats ont essayé de faire traîner les choses. Il a fallu encore 2 ans pour obtenir des aveux. L'homme a reconnu l'agression sexuelle de la jeune fille en France, mais a affirmé que la mort de Caroline Dickinson était un accident. Il ne le voulait pas, il ne l'avait pas prévu. Le coton était accidentellement allé trop loin. De plus, il a déclaré souffrir de maladie mentale et ne pas être responsable de ses actes. La tentative d'échapper à la peine pour cause d'irresponsabilité a échoué après plusieurs expertises. 3 psychiatres l'ont examiné indépendamment. Les spécialistes l'ont déclaré sain d'esprit et apte à être jugé. Il y avait des diagnostics, mais pas assez graves. Tout au long du procès, l'accusé a peu parlé, principalement en espagnol. Un interprète était assis à côté de lui, parlant dans un microphone. Francisco avait toujours l'air détendu. Il s'adossait au dossier de sa chaise, bâillait. On ne voyait pas le moindre remords. Il a dû témoigner, et Francisco, dans un français approximatif, a raconté comment les faits s'étaient produits. Un fort accent, des mots entrecoupés de pauses. Le procureur lui a demandé de répéter à plusieurs reprises. Selon ses dires, il se rendait de Rennes à Pleine Fougère, puis prévoyait de retourner en Angleterre, où il vivait à l'époque. Il s'est perdu, cherchant un endroit où dormir dans le seul bâtiment du petit village où il y avait encore de la lumière. Il était tard, tout le reste était fermé. C'était l'auberge de jeunesse. Il est entré pendant la nuit et a vu que tout le monde dormait. Le silence, seule la respiration des dormeurs. Il a commencé à inspecter les chambres et à remarquer Caroline, qui lui semblait une proie facile. Elle dormait par terre, seule, à l'écart des autres, vulnérable. Francisco s'est approché, lui a couvert la bouche avec sa main et a commencé à l'agresser. La jeune fille s'est réveillée, a tenté de crier. Il l'a agressée sexuellement et l'a accidentellement tuée avec le morceau de coton, ce qui a causé l'évanouissement de Caroline. Il a pris peur et s'est enfui. Il est monté sur sa moto et est parti, sans se retourner. Pendant le procès, Francisco a même demandé pardon aux parents de la victime, déclarant « Je sais que la famille Dickinson ne me pardonnera jamais ». Il a prononcé ces mots d'un ton monocorde, sans émotion. Il lisait un texte préparé par son avocat. Les parents de la victime, alors déjà divorcés, assistaient au procès avec leur plus jeune fille et ont témoigné. Ils étaient assis au premier rang. La mère et le père ont raconté que leur fille était encore une petite fille innocente qui voulait simplement voir le monde et visiter d'autres pays. Son rêve commençait à se réaliser avec ce voyage. Pour la première fois à l'étranger, la première fois sans ses parents. Les parents avaient laissé Caroline partir sans hésitation, considérant la France comme un pays sûr et leur fille sous la surveillance fiable de ses professeurs. Le groupe devait visiter plusieurs sites intéressants avec des excursions. Personne n'imaginait comment le voyage se terminerait, sinon ils ne l'auraient pas laissé partir. Jamais. Ils n'ont pas pardonné au criminel. Ils le regardaient avec haine. La mère pleurait, le père serrait les poings. Au tribunal, des détails de la vie de l'accusé ont été révélés. L'expert psychiatre a témoigné pendant 2 heures. Les problèmes psychiques avaient commencé à l'adolescence, avec l'apparition de symptômes de TOC. Il était littéralement obsédé par l'hygiène. Il ouvrait les portes et allumait la lumière avec un mouchoir, essayait de ne rien toucher avec ses mains, lavait tout soigneusement, plusieurs fois avec de l'eau minérale et du savon. Ses mains étaient constamment rouges à force de les laver. La peau se fissurait, saignait. À 20 ans, Francisco a eu ses premiers problèmes.
En l'apprenant, ses connaissances l'ont envoyé chez un psychiatre qui a diagnostiqué une dépression et une schizophrénie progressive. Il lui a prescrit des médicaments. Francisco ne les a pas pris. Au milieu des années 70, il a quitté son Espagne natale et a commencé à voyager à travers l'Europe. Il menait une vie de sans-abri, travaillant comme serveur, portier dans des hôtels ou chauffeur, mais vivait principalement de l'argent que lui envoyait son père, des virements une fois par mois. Son père était aisé, il possédait une entreprise. Une connaissance a décrit l'accusé comme connaissant toutes les auberges de jeunesse d'Europe et y chassant les jeunes filles. Il faisait des cartes, notait les adresses. Un carnet d'adresses, pièce à conviction du dossier. De plus, il s'intéressait aux très jeunes filles. Celles de plus de 20 ans, il les considérait comme vieilles. Ce même ami a raconté qu'un jour, lors d'une conversation, Francisco avait avoué ne voir aucun mal à tuer quelqu'un. Il l'avait dit calmement, comme s'il parlait de la météo. Tout le monde part un jour ou l'autre. Cela semblait effrayant. Pendant un certain temps, l'accusé a eu une petite amie qui l'a maltraité. Elle a même eu un fils de lui, mais a fini par le quitter à cause de ses mauvais traitements. Elle s'est enfuie une nuit avec son enfant. Elle a laissé un mot. Il est alors reparti en voyage, où il a commencé à agresser et à violenter. Finalement, le 14 juin 2004, après un procès de 3 semaines, Francisco Montes, âgé de 54 ans, a été reconnu coupable à l'unanimité du meurtre de Caroline et de l'agression sexuelle dont elle a été victime. Les jurés ont rendu leur verdict en 4 heures. Le criminel a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le juge a lu le verdict pendant 10 minutes. Les parents de la victime ont poussé un soupir de soulagement. Leurs épaules se sont affaissées. La mère a couvert son visage de ses mains. Ils estimaient que 8 ans d'attente pour la justice et leur activisme avaient permis d'obtenir la condamnation du coupable de la mort de leur fille. Mais les tribulations ne se sont pas arrêtées là. Dès qu'il en a eu l'occasion, le coupable a immédiatement fait appel. Son avocat a déposé les documents au tribunal. La préparation d'un nouveau procès a pris une autre année. L'affaire est arrivée devant le tribunal en juin 2005. Francisco a de nouveau été reconnu coupable, mais sa peine a été réduite à 30 ans, avec possibilité de libération conditionnelle. 20 ans plus tard, il a de nouveau fait appel. Cependant, il a retiré cet appel plus tard, sans explication. Son avocat a haussé les épaules. La liste des crimes de l'accusé a stupéfié tout le monde. Sa seule lecture prenait une dizaine de minutes. Le greffier lisait d'une voix monocorde. Au cours des 20 années précédant sa condamnation à perpétuité, il avait commis 4 agressions en Allemagne, 14 en Espagne. Il y avait eu une autre tentative en France qui avait précédé le cas de Caroline. Il est évident que l'ampleur réelle des crimes commis par cet homme pourrait être bien plus grande. Mais au tribunal, il n'a été question que des cas officiellement enregistrés, lorsque les victimes se sont adressées à la police. On ne sait pas combien ne l'ont pas fait. La peur, la honte, la méfiance envers la police. Fait curieux, les autres victimes ont survécu. Il est possible que Caroline ait été sa seule victime à ne pas avoir survécu. Cependant, les enquêteurs américains qui ont étudié son dossier estiment qu'il est responsable d'une série d'agressions aux États-Unis et en Europe. Il n'y a simplement pas de preuves. Les liens n'ont pas été établis. Après la condamnation du coupable, de sérieuses questions se sont posées. Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté pendant tout ce temps ? Il aurait pu être arrêté en Espagne dès l'automne 1997, un an après le drame de Caroline, mais il a échappé à la justice. L'obstacle à la remise du criminel à la gendarmerie française était l'absence de coopération bien établie entre les services de police des pays européens, la bureaucratie, les frontières, des langues différentes, des systèmes différents. Les parents de la victime ont également attiré l'attention sur ce point. La mère et le père de la victime ne se sont pas arrêtés après la condamnation de Francisco.
Ils ont continué à soulever la question de l'absence de coopération entre les autorités des différents pays. Ils ont écrit des lettres aux députés, aux ministres. Ils ont pris la parole lors de conférences. Ils ont été invités à Bruxelles, à Strasbourg. À cause de cela, les criminels franchissent les frontières et restent impunis. Les parents de la victime ont plaidé pour la création d'une base de données ADN internationale. Ils se référaient toujours à l'histoire de leur fille, montraient sa photo. Ce cas est devenu un indicateur significatif, démontrant que, grâce à des accords internationaux, il est possible de mettre un terme à des crimes odieux même entre différents continents. Pour Francisco, les procédures judiciaires dans l'affaire Caroline n'étaient pas terminées. En 2015, le coupable a été reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune fille, survenue 1 an après le cas de l'écolière. Il a été extradé en Espagne pour être jugé pour l'agression sexuelle d'une jeune fille de 18 ans. L'homme avait attiré la victime par la ruse, la laissant entrer dans l'immeuble où elle vivait avec sa famille en prétendant qu'elle avait perdu ses clés. Il l'a ensuite agressée, la menaçant d'un couteau, et l'a violée. Pour ce crime, il a été condamné en Espagne à 1 an de prison. Il a ensuite été renvoyé en prison en France pour y purger sa peine à perpétuité. Une cellule de 3 mètres sur 2, une fenêtre près du plafond, une couchette, une table, une chaise. Le flot d'appels de Francisco s'est progressivement tari. Après avoir purgé sa peine pour le meurtre de Caroline, il sera extradé en Espagne, où il devra purger encore 11 ans. Sa plus proche possibilité de libération est en 2038. Cependant, il est peu probable que le coupable vive pour fêter son 88e anniversaire derrière les barreaux. L'âge, la santé, les conditions de détention, tout est contre lui.